Récit tout à fait autre chose à l'autre bout du monde, la destinée incroyable du peuple Hmong. On en parle dans un instant, notamment avec Grégoire Degnaud. Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Les récits d'Europe 1 Soir, une nouvelle histoire que l'on va vous raconter maintenant, une histoire méconnue donc qui se passe à l'autre bout du monde. C'est l'histoire du peuple des Hmong. Je ne sais pas si je prononce bien les Hmong. On les a appelés les Harkis de l'Asie parce que c'est une ethnie du Laos qui avait, dit-on, collaboré d'abord avec l'armée française puis avec l'armée américaine, et ensuite au moment de l'indépendance de ces pays, eh bien ils ont été considérés comme des traîtres, pourchassés, et ils ont vécu des années, on va dire des décennies même, cachés pour échapper à la répression, cachés dans la jungle. Grégoire Degnaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter prix Albert Londres et vous êtes un des tout premiers occidentaux qui avaient retrouvé ce peuple dans la jungle. Vous allez nous le raconter. Puis nous sommes avec May Kam, vous-même Hmong, vous-même sorti de la jungle très tôt, passé par les camps de réfugiés, puis arrivé en France. Et aujourd'hui, des années après, vous tenez à raconter l'histoire de votre peuple. C'est le journal d'une enfant survivante que vous venez de publier chez les Nouveaux Auteurs. On va en parler. Mais d'abord, Grégoire, vous qui savez bien raconter les histoires, racontez-nous comment vous avez découvert ce petit peuple caché au fond de la jungle. Alors, j'étais pas le premier occidental. Je l'ai découvert grâce à un autre occidental qui s'appelle Philippe Blenkinsop, qui est un merveilleux photographe, qui est basé à Bangkok, qui est en Asie, et qui avait réussi à aller à la rencontre de ces Hmong qui sont dans une zone du Laos qui est totalement inconnue, puisque même sur les cartes du Laos, quand vous y allez, la zone n'existe pas. C'est en blanc? C'est en blanc, avec zone interdite. Donc c'est vraiment très difficile d'y aller. Ça l'a intéressé, cette petite zone interdite, Philippe, donc il a travaillé dessus, il y a été, puis j'y étais juste après lui. Vous avez été le deuxième, alors. Le deuxième, voilà, ouais, bon, enfin, le deuxième, il n'y a pas de compétition là-dessus. L'intérêt, c'était surtout d'aller voir ces gens qui, effectivement, ont été accusés de collaborer avec à la fois les Français et les Américains, mais il faut savoir que les Américains, ça s'arrête en 75, et que moi, j'y suis allé en 2005. Donc, ceux qui avaient fait la guerre en 75 ou avant avec les Français en Indochine, la plupart étaient morts depuis bien longtemps, et on en était à la troisième génération. Donc encore la troisième génération était persécutée par le pouvoir communiste laotien, aidé par des Vietnamiens, pour éradiquer ces gens, les faisant passer pour des bandits. Ils n'avaient pas grand-chose à voir avec des bandits. Ils mangent des racines. Les enfants la moitié des enfants meurent avant l'âge de 5 ans ou 6 ans, et ils ont aucun contact avec le monde extérieur. C'est du délire. Moi, quand je suis arrivé, j'ai rencontré ces gens. Le premier réflexe de ces gens, c'est de se mettre à genoux, de pleurer. C'est hallucinant, et ils attendaient du secours. Alors moi, je leur apportais un reportage, mais malheureusement pas de secours. Non, mais c'est ça qui est incroyable. C'est pour ça qu'on s'en souvient des années après de votre reportage. C'est que quand vous arrivez, comme les Américains en partant plusieurs décennies avant leur avaient dit bougez pas, on reviendra vous aider. Quand vous arrivez, vous 30 ans après, ils croient que vous êtes leur sauveur. Ils se mettent à vos pieds. Oui, ils se mettent à mes pieds, c'est la vérité, ils sont mis à mes pieds et ils pensent qu'on est leur sauveur. Et quand ils disent enfin vous tenez votre promesse, voilà. Vous les Blancs, vous les Américains, enfin vous venez nous sauver, quoi. En gros, c'est ça. Et quand on leur expliquait qu'on était juste journalistes, alors ils étaient contents de voir des journalistes, mais ils étaient un peu déçus qu'on les emmène pas. Et d'ailleurs, il y a dans le reportage que j'avais fait à l'époque pour Envoyé spécial, avant de partir, il y a une dame qui m'a dit attention, ne nous oubliez pas. Sinon, vous mourirez en enfer. Vous mourrez, et vous n'êtes pas mort parce que vous ne les avez pas oubliés, que chaque fois que l'occasion se présente, et on deviendra des fantômes pour venir vous hanter. Voilà, je vois que vous suivez mon reportage. Ah oui, très bien. Mais Kam, vous-même, vous êtes une Hmong, donc il y en a pas beaucoup en France parce que Grégoire vient de nous le raconter. Il y a eu beaucoup de disparus, beaucoup de gens qui sont dans des camps de réfugiés, beaucoup de gens qui ont été persécutés depuis toutes ces années. Vous-même, vous avez toute petite connu ce qu'on va appeler cet exode dans la jungle? Non, en fait, c'est très différent parce que, comme je l'ai dit, dans mon roman autobiographique, mon père donc était général. En fait, il était colonel officiellement de l'armée du roi, mais officieusement, il était général dans le sens où il a reçu une médaille de l'armée américaine. Et ce qui est très étrange, c'est que c'est vraiment une guerre secrète. On le sent parce qu'en tout et pour tout, officieusement, il y a eu 3 généraux. Le plus médiatique était le général Van Pau, qui est décédé il y a pas très longtemps. D'ailleurs, je lui rends hommage. Il est décédé au mois de janvier. Et en fait, en 75, avec l'arrivée du Pathet Lao,
mon père donc est parti en quelque sorte. Et il avait 3 femmes, il était Hmong, ma mère était laotienne. Il avait épousé 2 Hmong et une laotienne. Donc ma mère était laotienne. Et donc les 3 femmes ont refusé de croire qu'il y avait la guerre. Pourtant, lui, il disait, la guerre fait rage, déjà. Et on est en train de perdre. Les Américains sont en train de quitter le navire, donc c'est fini. Et personne n'a voulu le croire. Et ma mère a été la seule à prendre ses enfants, à payer un passeur donc pour traverser le Mekong, avec ses pierres précieuses, son argent, etc. Or, les passeurs nous ont trahis. On s'est retrouvés, finalement, on nous a tout confisqué et on s'est retrouvés dans un camp. Voilà. Et comme je le dis dans le livre, l'enfer, c'est ça. C'est perdre son univers en un seul matin, être une princesse choyée, aller à l'école française, avoir des gardes du corps et tout d'un coup se retrouver dans un camp à manger de la terre. Voilà, c'était ça. Alors, destin effectivement très très particulier que vous racontez très bien. Et puis finalement, bon, vous parvenez à arriver jusqu'en France à l'âge de quoi, 9-10 ans? De 8 ans. 8 ans. De 8 ans. Alors, il faut savoir une chose, c'est que au départ, les premiers réfugiés arrivés atterrissaient donc à Nong Khai, de l'autre côté donc de la Thaïlande, et nous étions parmi les premiers. Et ensuite, à cause d'un afflux de réfugiés de Cambodgiens, de Vietnamiens, on a été donc déportés vers le camp de Vinai. Voilà. Alors destin tragique, vous le racontez très bien, enfant choyé qui se retrouve d'un seul coup dans un camp de réfugiés, mais malgré tout chanceuse par rapport à tout le reste de votre peuple, puisque Grégoire Degnaud le racontait. Vous faites partie des rescapés, le reste de votre peuple est parti se cacher dans la jungle. Est-ce que vous-même, Hmong, fille d'un Hmong, colonel du roi, vous saviez ce qui se passait pour le reste de votre peuple quand vous arrivez en France, par exemple? Écoutez, quand je suis arrivée en France, il faut savoir que la plupart de la communauté Hmong ici en France sont à Nîmes. Voilà. Et énormément de liaisons, de solidarité dans la communauté, et on entendait justement les derniers réfugiés arrivés dire tout ce qui se passait. Certains, le général Van Pau, par exemple, a pu partir avec 200 personnes, mais il y a tous ces bras droits, toutes les familles qui sont restées dans la jungle, justement, parce qu'au départ, ils espéraient reconquérir un petit peu le Laos, revenir au Laos. Et il y a eu des milliers de Hmong qui se sont retrouvés dans des camps en Thaïlande, et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a même des vieillards qui ont passé plus de 35 ans dans ces camps-là. Et au jour d'aujourd'hui, ils n'ont même plus le statut de réfugiés politiques, ils ont le statut d'émigrants économique, c'est-à-dire clandestin. Alors, 35 ans dans des camps de réfugiés, effectivement, mais aussi dans la jungle. Voilà, surtout dans la jungle, Grégoire. C'est là où l'histoire de ce peuple sort complètement de tout ce qu'on a pu connaître. C'est-à-dire que ceux qui étaient effectivement proches des frontières ont pu s'enfuir. Ceux qui étaient au milieu de la jungle, déjà, puisque c'était la base principale des Américains qui étaient dans la jungle, une base de la CIA qui faisait du renseignement avec l'aide d'ailleurs de ces montagnards Hmong qui sont très doués pour marcher dans la forêt. Tous ceux qui étaient au milieu de la jungle, eux, sont restés dans la jungle. Alors, c'est sûr que maintenant, ils sont plus très nombreux. Ils sont quelques milliers, puisque au fur et à mesure, ils meurent. Énormément meurent. On ne les laisse pas. Franchement, la manière dont se conduisent les autorités, c'est absolument détestable, parce que on les laisse jamais s'installer à un endroit. Alors, ils sont en mouvement perpétuel. Donc, ils ne peuvent pas cultiver, ils ne peuvent pas pêcher, ils ne peuvent pas chasser. Ils mangent uniquement des racines qu'ils trouvent auprès des arbres, des espèces de grosses racines qu'ils mangent. Ils sont totalement anémiés. Ils n'ont rien. Moi, j'ai vu un type qui il regardait mon rasoir jetable. Il savait même pas ce que c'était qu'un rasoir jetable, un rasoir, puisque ça fait 30 ans qu'ils n'ont aucun contact avec l'extérieur, pas d'école, pas de médicaments, absolument rien. Pas de nouvelles du monde extérieur? Pas de nouvelles du monde extérieur, c'est exceptionnel. Ils ont des gens qui sont les Blackbirds, qui font de temps en temps la liaison entre l'extérieur et l'intérieur pour apporter quelque chose, pour apporter des renseignements. Ça se faisait aussi à l'époque grâce à la communauté Hmong qui est aux États-Unis, qui soutenait un peu financièrement, qui arrivait. Mais la plupart de ces Blackbirds se faisaient attraper, torturer. Ceux qui voulaient sortir quand même de la jungle, parce que régulièrement il y a eu des promesses faites par le gouvernement laotien en disant sortez, c'est fini. Ils sortaient, hop, directement dans des camps de
concentration et des camps de rééducation. Et isolés totalement de leur milieu naturel qui, eux, se trouvent plutôt à 2000 mètres d'altitude. On les mettait dans la plaine, comme ça ils meurent plus facilement. Donc on parle là d'un peuple qui marche, qui fuit, qui se cache depuis 1975 et encore aujourd'hui, même si vous venez de nous dire qu'ils sont malheureusement plus très nombreux, encore aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui marchent dans la jungle depuis 1975. Bien sûr. Tout à fait. Mais écoutez, au jour d'aujourd'hui, d'après les dernières nouvelles de quelques blackbirds encore survivants. Donc les messagers. Exactement, il en resterait au minimum 5000, au maximum 6000. Et avec beaucoup d'optimisme. Et ce que je voulais simplement dire, c'est que le peuple Hmong est un peuple de libre, un peuple de loyauté qui ont combattu auprès donc de la France, auprès donc des États-Unis, et au jour d'aujourd'hui, imaginez qu'il y a eu un tel traumatisme. Même pour les Hmong de France qui font un blackout total. Et c'est vrai que moi j'ai eu souvent, lors de mes voyages au Laos, je suis obligée de passer en clandestine déguisée en paysanne. Parce que je figure toujours avec les familles qui étaient intellectuelles, monarchistes ou Hmong, n'est-ce pas, sur la liste rouge. La liste rouge, tout à fait. Et donc les seuls soutiens que j'ai eus, c'est vrai, c'était avec des Hmong du Wisconsin, de la Californie ou du Minnesota, tout à fait. Et est-ce que vous, ici en France, du côté d'Avignon et de Nîmes, vous nous dites, ou aux États-Unis, du côté de la Californie, est-ce que vous avez crié, est-ce que vous avez essayé de faire savoir ce qui arrivait à votre peuple, est-ce qu'on ne vous a pas entendu? Bien sûr, mais même Grégoire et Cyril. Grégoire, c'est un héros du peuple Hmong maintenant. Mais bien sûr, mais je suis très très fière. Je suis très fière de lui et très fière de Cyril aussi. Mais simplement, suite à ce qui s'est passé, il s'est passé une catastrophe aussi, parce que beaucoup de blackbirds que je connaissais sont sortis à visage découvert. Et je peux vous dire que certains ont été tués, certains ont été torturés, emprisonnés. On n'a même pas de nouvelles d'ailleurs. Et c'est vrai que je me dis, à un moment, j'en ai voulu un petit peu à Grégoire et à Cyril, et en même temps je leur dis, finalement ils ont fait leur métier de journaliste. S'ils n'avaient pas fait ça, notre peuple serait toujours dans le silence. Non mais Grégoire Doniot, au-delà de votre cas, est-ce que vous avez l'impression que les Hmong n'ont jamais été entendus, qu'ils n'ont jamais été entendus? C'est-à-dire, il y a eu d'ailleurs après le film qu'on a fait, il y a eu des questions à l'Assemblée nationale. Le film a été diffusé au Congrès américain. Donc tout ça, il y a 2-3 députés qui sont montés au créneau en France ou aux États-Unis. Et puis après, c'est trop compliqué. Voilà, il y a des enjeux qui dépassent ça. C'est le Laos fait partie des Nations Unies, a signé une charte des droits de l'homme avec l'Union européenne. C'est un pays où on développe des barrages hydroélectriques absolument magnifiques, en collaboration avec la France et d'autres pays. Les Hmong au milieu, c'est petit. Et puis c'est difficile d'y aller. Comme c'est difficile. Combien de jours de marche pour vous? Moi, j'ai marché une petite semaine. Avant de les rejoindre. Avant de les rejoindre. Donc. Et puis ensuite, combien de temps avec eux? Après, je suis resté une petite dizaine de jours avec eux. Et encore une semaine de marche pour revenir. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas très compliqué. Non, mais la seule différence, je vais vous dire un truc. La seule différence, c'est que moi, après une vingtaine de jours avec eux, mes affaires, c'était des lambeaux. Et eux, ils ne sont pas sortis de la jungle depuis 30 ans. Ils ont toujours leur treillis militaire américain pour certains. Ils sont raccommodés, mais ils étaient plus nickel que moi. J'étais beaucoup plus usé qu'eux en 30 jours. C'est rare un reportage qui marque autant, puisque vous venez nous en reparler encore 5-6 ans après les faits, parce qu'on vous avait dit ne nous oubliez pas, sinon vous mourirez. Et vous n'avez pas envie. C'est bien de le reprendre, monsieur le professeur. Non, mais j'ai cru qu'il l'avait dit comme ça. Non, mais c'est vrai, on sent que ils vous ont dit ne nous oubliez pas, et vous le faites, c'est difficile de les oublier. Merci beaucoup Grégoire Doniot, donc qui est venu nous parler d'un reportage qu'il a fait il y a longtemps, mais qu'il a marqué sur ce peuple qui continue à se cacher au sein de la jungle depuis 1975. Et merci beaucoup à vous, Mekam. Vous racontez, c'est un roman autobiographique qui s'appelle Le journal d'une enfant survivante, une petite enfant Hmong réfugiée en France. C'est publié par les Nouveaux Auteurs. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci Nicolas.